L'infoguerre, la guerre de l'information. De quoi parlons-nous exactement? Étymologiquement, l'information nous vient du verbe latin informare qui signifie donner forme à ou se former une idée de. Elle est ce qui donne forme à l'esprit. C'est un concept large qui désigne un ensemble composé de données ayant un sens, le média utilisé pour la transmettre ou la stocker ainsi que sa forme et son code. Alors de quoi s'agit-il exactement? Prenons par exemple cet ensemble de données, le moment et le lieu de votre naissance. Le média ici utilisé pourra être du papier, de la pierre, un disque dur, un SSD ou votre mémoire. Sa forme pourra être écrite, dessinée, gravée, chantée ou parlée. Et son code, quant à lui, pourra être une langue, votre langue peut-être, des idéogrammes ou du binaire. Cette information peut également être véhiculée de différentes manières. Tout d'abord, première manière, de manière perceptible, c'est-à-dire visuelle, orale, tactile, ou de manière technique telle que impulsion électrique, ondes radio ou lumière. Dans le premier cas, elle peut être interprétée directement par celui qui la perçoit, alors que dans le second cas, elle nécessitera l'utilisation de moyens techniques pour y accéder. De même, l'information pourra être stockée de manière abstraite dans notre mémoire, même si ce concept d'abstraction est scientifiquement discutable aujourd'hui, ou de manière concrète, c'est-à-dire sur un support physique. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans son sens commun, l'information reste simplement le moyen pour un individu ou un ensemble d'individus de percevoir et de connaître son environnement. Tout le monde ment. Des terroristes palestiniens sèment la terreur en Israël. Un groupe de résistants palestiniens frappe l'occupant. Rixe armée entre la Palestine et Israël. Des citoyens massacrés dans un attentat suicide. Des combattants se sacrifient pour la patrie. Ou encore des soldats meurent au combat. Tout le monde ment parce que l'information, de par sa nature, n'est jamais exacte. Elle est relative à son interprétation. Les données sont exactes, mais les interprétations de ces mêmes données peuvent être multiples. Ainsi, il est particulièrement important de ne pas confondre les données ou les ensembles de données dites brutes et non interprétées avec l'information. L'interprétation des données dépendra toujours du point de vue et des circonstances entourant celui qui les interprète, et l'information qui en découlera pourra être elle-même à son tour réinterprétée, déformée au fur et à mesure qu'elle sera diffusée. Ce préambule sur l'information étant terminé, place à la guerre de l'information. Alors vous trouverez de multiples définitions parfois contradictoires à ce terme, aussi je vous donne celle dont je vais vous parler ici. Il s'agit d'une guerre menée à petite, moyenne ou grande échelle, dans laquelle l'ensemble des armes, méthodes, techniques et actions utilisent comme moyen principal l'information, ainsi que tout ce qui la transporte, la stocke et la diffuse. Alors elle peut notamment concerner l'acquisition, la manipulation ou la gestion de l'information, ou encore de sa perception, mais également la dégradation, la destruction, la manipulation des systèmes d'acquisition, de stockage, de diffusion, de traitement de l'information, via des procédés qui eux-mêmes peuvent être électroniques, informatiques ou physiques. Dans la pratique, l'information n'est que l'un des nombreux terrains de la guerre, avec la terre, la mer, l'air, l'économie, l'espace, etc. Pour qu'il y ait une guerre de l'information, comme pour une guerre conventionnelle, il faut des belligérants. Et ces derniers, qu'ils soient internes ou externes, doivent à minima être deux. Là où les guerres traditionnelles se font généralement à grande échelle, les belligérants d'une guerre de l'information peuvent être aussi bien des États que des groupes politiques, des organisations terroristes ou encore des institutions religieuses. Il peut également s'agir de groupements d'intérêts économiques ou industriels, de cabinets financiers, de laboratoires pharmaceutiques, ou encore de simples journalistes, hommes politiques ou particuliers. Toutes les guerres sont motivées, et la guerre de l'information n'y échappe pas. Les motivations à l'origine d'une infoguerre peuvent trouver aussi bien des fondements politiques, idéologiques ou sociaux que des raisons économiques ou financières. Elles peuvent également avoir d'autres raisons plus primaires, telles que la haine, la vengeance ou la simple volonté de nuire. Comme dans toutes les guerres, dans une guerre de l'information, il y a des cibles. Les éléments qui peuvent être pris pour cible dans une infoguerre sont également très nombreux. Citons en vrac les data centers, les chaînes de télévision, les radios, les réseaux mobiles, ainsi que les systèmes logistiques,
On peut également citer les systèmes de télécommunication, les satellites, les fibres optiques, les sites internet, voire même les forums, les emails, les réseaux sociaux, etc. Qu'en est-il des moyens mis en œuvre dans ce type de guerre? Eh bien là encore, c'est quelque chose de relativement large. L'éventail des moyens qui peuvent être mis en œuvre dans une guerre de l'information vont de la destruction physique via des armes conventionnelles, à la destruction électronique via une impulsion IEM, au détournement de relais radio, de relais mobiles, télévision, satellite, de cyberattaques bien entendu, entraînant indisponibilité, vol et destruction de données, altération de ces mêmes données, ou encore une manipulation de l'information et de sa perception. Je sais que dans le contexte actuel, l'infoguerre est un terme qui peut prêter à sourire. On peut notamment citer cette histoire qui a eu lieu en 2009 en Allemagne, dans la petite ville d'Ohald. 2 enfants de 6 ans récupèrent un vieux boîtier d'ordinateur et collent sur son flanc une feuille imprimée avec le symbole de la radioactivité trouvé sur internet. Alors que les enfants s'accordent une pause goûter à la maison, un passant tombe sur l'objet et donne l'alerte. Les pompiers établissent alors un périmètre de sécurité tandis que la radio locale appelle les habitants à rester confinés. Ce sont finalement les parents qui ont compris que leurs enfants étaient à l'origine de l'alerte et en ont ensuite informé les autorités. Cette histoire peut prêter à sourire. Vous ne devez jamais oublier que l'information peut tuer. Le mercredi 31 août 2005 en Irak, dans la ville de Bagdad, plus de 840 morts, noyés, piétinés, des femmes et des enfants, une véritable mer de cadavres, jonchait ainsi le pôle d'Al-Haïma. Une tragédie d'une ampleur rarement égalée dans un attentat. Sauf que ce n'est pas une bombe qui a tué ces 840 personnes. Ce n'est pas un attentat qui en a blessé plus de 380 d'entre elles, mais bien l'information. C'est en effet la rumeur, une rumeur concernant la présence de kamikazes parmi la foule, qui a provoqué au sein de la population qui se rendait au mausolée de l'imam Moussa al-Kazim un mouvement de panique plus meurtrier que ce que tous les kamikazes des différents mouvements terroristes en Irak avaient pu faire jusqu'à ce jour. Voilà, c'était tout pour cette introduction à la guerre de l'information depuis Grog Hill Valley. Je vous dis à tous à bientôt et portez-vous bien. Ciao.